Je m'appelle Herman Pirmé, j'habite Netten, je suis agriculteur. J'ai repris la ferme familiale il y a une trentaine d'années, et en conventionnel, donc à l'époque on ne parlait pas de bio, avec le message ou l'injonction sociétale de produire. C'était vraiment, on produisait, on était obsédé par le rendement. Et pour ça, évidemment, il y a deux outils qui sont formidables, c'est la chimie, ce sont les engrais et ce sont les pesticides qui ont facilité et révolutionné le travail de l'agriculture. Et donc moi, quand j'ai repris la ferme, j'ai très vite vu l'impact sur à la fois sur le végétal, sur l'animal. Donc il y avait de moins en moins d'animaux sauvages, les fleurs sauvages de moins en moins aussi, et les sols commençaient à s'abîmer beaucoup. Donc il y avait des problèmes d'érosion absolument terribles. À chaque orage, le village était submergé de boue. Et pour un agriculteur, c'est terriblement triste de voir les bonnes terres qui cultivent, qui partent au loin. Et c'est à l'époque, donc j'ai découvert l'agriculture biologique et je me suis lancé là-dedans donc il y a maintenant 24 ans. Et là j'ai découvert un monde qui avait cette préoccupation-là d'avoir beaucoup de diversité et de penser au sol d'abord. En agriculture biologique, l'animal est au centre de la ferme. C'est pas tellement pour la viande ou pour le lait, l'animal est là pour la fumure. C'est le fumier qui garantit la pérennité de la ferme. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, quand on est en agriculture conventionnelle, on a la chimie et c'est merveilleux. On dépend de l'azote, de la potasse, etc., et du phosphore, et ça marche. Mais pour combien de temps ? Et donc un système très pérenne, nos paysans ont toujours travaillé comme ça, avec des animaux au sein de la ferme, pour le fumier essentiellement. Et avec d'autres bénéfices comme le lait, la viande, etc. Mais la fumure, c'est vraiment le centre de la ferme pour la fertilisation. L'agriculture biologique, pendant très longtemps, a considéré que le labour était une grande qualité. Et c'est vrai. Les sols agricoles, en fait, ont une fertilité beaucoup plus profonde. La matière organique par rapport à un sol de forêt, la matière organique dans les sols agricoles est beaucoup plus profonde du fait de ce labour. Le labour a beaucoup de défauts, mais il a quelques qualités. Et en agriculture bio, sa principale qualité, c'est que le labour permet de désherber. Comme on n'a pas de chimie, quand il y a des mauvaises herbes, on laboure et en fait, on résout le problème. Mais le labour a quand même des effets un peu embêtants, surtout quand on a des grosses machines. C'est que on peut labourer à des profondeurs qui parfois excèdent ce que la raison demande. Par exemple, avec les chevaux ici derrière, on laboure à peu près entre 7 et 10 cm, ce qui n'abîme pas du tout la structure des sols. Quand on a 120 chevaux ou 300 chevaux de tracteur, évidemment, on peut descendre jusqu'à 30 cm, 40 cm, ce qui bouleverse complètement la structure du sol et qui affaiblit les sols, qui les fragilise. Et donc maintenant, depuis quelques années, on est en train de passer en agriculture biologique sans labour, ce qui est un fameux défi parce que comme on n'a pas de produits chimiques pour traiter si jamais il y a un problème, donc c'est une agriculture qui est très technique, très pointue, mais qui est très passionnante parce que on voit que depuis qu'on est passé sur certaines parcelles en non-labour, on voit combien les sols revivent, mais de manière absolument magnifique. Les taux d'humus augmentent à une vitesse dingue, il y a des vers de terre partout. Est-ce que le non-labour est applicable partout? Sans doute que non. Ici, par exemple, le non-labour, on les fait principalement pour les cultures d'hiver, donc essentiellement les céréales. Ça représente certainement 80% ou 70% de la ferme, le non-labour. Et le reste, c'est encore du labour, mais l'année prochaine, par exemple, la culture de haricots qui est là, ce sera du non-labour. La rotation, c'est quelle culture sur quelle parcelle en telle année. Et donc nous, on a des rotations d'à peu près 8 ans. Donc il faut 8 années pour qu'une culture revienne à la même place. Ce qui assure aussi une très grande diversité au sein des cultures. Et donc qui dit de la diversité dit beaucoup de résilience et ça résiste beaucoup mieux aux prédateurs et aux maladies. Donc on a des cultures qui sont beaucoup plus diversifiées. Par exemple, on fait de la lentille, on fait du quinoa, on fait du chanvre, on va faire du pois chiche. On fait de l'épeautre, on fait toutes les céréales, avoine, épeautre, seigle, triticale, blé. Moi, dès le début, quand je suis passé en bio, l'objectif c'était l'alimentation humaine.
hein. Donc pas la bioénergie, pas l'alimentation du bétail. Et donc à la fois on a créé des filières pour ça, où on s'est associé avec des acteurs qui avaient des filières. Par rapport à l'évolution des fermes, il y a une dernière chose qui m'avait frappé, c'est donc il y avait cet appauvrissement de la biodiversité végétale et animale, mais aussi humaine. C'est-à-dire que les fermes étaient en train tout doucement de diminuer, et au sein des fermes, il y avait de moins en moins de gens qui travaillaient. Donc maintenant, par exemple, on compte un ouvrier pour 100 hectares, ce qui est peu, hein. Et donc moi je me suis dit c'est quand même assez étonnant que j'essaye de développer de la diversité végétale, animale, etc. mais qu'avec l'humain, il n'y a rien qui se passe. Enfin, j'ai eu la chance ou l'opportunité, je ne sais pas comment il faut le dire, de rencontrer des gens qui, ici dans le village, voulaient lancer les initiatives de ville en transition. Et donc on a réfléchi avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme activité pour la transition. Et donc très vite, on s'est dit que l'alimentation c'est un facteur clé à la fois de la santé des gens, de leur autonomie, de leur bien-être. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à imaginer le concept de graines de vie, hein, qui est un peu ce lieu où on accueille différents acteurs, ce que nous appelons des porteurs de projets, qui font ou de la production ou de la transformation justement. Et donc effectivement, on s'est très vite rendu compte que la transformation, mais notamment le pain, la viande, bon, mais les légumes on ne transforme pas encore, mais les tisanes oui. Donc c'est vrai que la transformation c'est un élément clé, parce que le légume brut, pour le porteur de projet, pour le producteur, ça ne rapporte pas grand-chose, tandis que la transformation, c'est clair que ça rapporte plus pour le porteur de projet, et en plus, c'est plein de créativité, et donc ils parviennent à faire des produits qui sortent du commun, ce qui est bien aussi parce que, évidemment, le but c'est de ne pas avoir la même nourriture standardisée que l'on rencontre dans l'agroalimentaire et dans les grandes surfaces, c'est d'avoir une alimentation différente. Et de qualité, bien sûr, ça bien sûr. Moi, quand j'ai commencé le bio en 1998, il y avait, à l'époque, je pense, en Belgique, 30 agriculteurs bio. Et je pense que maintenant, ils sont quelques milliers. Donc, il y a un agriculteur sur 10 ici en Belgique qui est bio. Donc on voit que les agriculteurs du conventionnel passent le pas quand même, hein. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est clair qu'ils sont dans un système, c'est très difficile de sortir de ce système, et en même temps il y a moyen, je veux dire, mais il faut mettre énormément d'énergie. Moi je vois le grand écueil, c'est qu'une fois qu'on fait du bio, il ne faut pas seulement être producteur, mais il faut aussi trouver ses filières. Les filières à l'époque n'existaient pas beaucoup, et encore maintenant, c'est pas toujours simple. Donc il faut créer sa filière, il faut savoir vendre, donc c'est un autre métier aussi, hein. Je me retourne. Ah ben voilà, oui. Voilà. Mais vous voyez que même en bio, la culture de pommes de terre, mais par exemple, c'est une culture qui est très fragile, donc on doit quand même pulvériser. Donc une belle image derrière, j'imagine. Oui. Mais moi, mon rêve, c'est qu'effectivement, que Graines de Vie, petit à petit, prennent tout l'espace de la ferme. Parce que je parlais tout à l'heure de ce monde agricole qui est en train de rétrécir. Mais la tendance est en train de s'inverser. Mais les terres sont tellement chères, surtout dans le Brabant, qu'il y a très peu de jeunes agriculteurs qui savent s'installer ici. Et donc, moi, à terme, j'aimerais beaucoup que Graines de Vie puisse avoir de plus en plus de projets au sein de la ferme. Enfin, ça, c'est vraiment le rêve à très long terme, c'est que c'est décloisonné. C'est que maintenant, par exemple, les vaches sont dans une prairie toute l'année. Enfin, elles changent de prairie, mais elles restent toujours dans les prairies. Que les chevaux restent toujours dans les prairies, les ânes restent toujours dans les prairies, les cochons, les poules aussi. Mais que tout le monde commence à circuler. Il y a une convergence disant qu'il faut sortir les animaux de leurs étables, les mettre dans les parcelles agricoles, hein, parce que ça fait quelque chose qu'aucune fumure chimique, aucune fumure de fumier ou de compost ne pourra jamais faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ce sont des fermes qui sont très mobiles en fait. C'est un peu ça l'image moi, que j'ai du futur. Ce sont des fermes où tout bouge tout le temps. Et je vois mais combien, surtout dans le potager, je vois combien la complexité est un facteur de réussite. C'est que dans le potager, par exemple, il y a très peu de maladies, très peu de ravageurs. Et
Et c'est dû à la très grande complexité du potager. Il y a plein d'espèces. On était associé à un moment donné avec le centre de recherche agronomique de Jean Blou, hein, qui faisait venir des entomologistes donc pour les insectes, les papillons, les vers de terre, etc. Et ils ont fait des rapports mais magnifiques. Mais on n'a rien appris. On n'a strictement rien appris. Enfin, c'est un peu une provocation, mais à un moment donné, quand on ne comprend plus rien, c'est bon signe. Mais on voit que ça marche, quoi. Et je pense que le meilleur outil qu'on a pour sentir, enfin, ou pour savoir si ça marche, c'est nous, c'est l'humain. On a cette sensation que c'est en harmonie. Et ça, je pense que c'est le meilleur outil qu'on ait, le meilleur. Dans tous les pays du monde où je vais, les sols se dégradent. Il y a une dégradation des sols absolument terrifiante. Et une espèce d'inconscience de la part du monde agricole, de dire mais ça va aller, ça a toujours été, donc pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas? Mais les sols sont dans des mauvais états, c'est terrible. Mais dès que, et il ne faut pas grand-chose, hein, dès qu'on les remet en route, dès qu'ils redeviennent vivants, alors là ça devient tout à fait extraordinaire. Donc une fois que l'humain arrête de faire des bêtises, c'est reparti, quoi. C'est facile.